C'est bon. Désolé, bonjour Gérard, bonjour Bénédicte. Bonjour. Voilà, les problèmes techniques. Ça Gérard, arrive. Gérard, je t'entends plus. Ça y est, tu es revenu. Bonjour Président, si, ça y est, je m'étais mis Bon, en sommeil. bon, désolé, 8 minutes de retard. Merci la technique. Donc, merci d'être là, comme d'habitude, présent. Bénédicte, vous avez eu le temps d'expliquer comment poser les questions. Non, j'ai expliqué qu'il y avait de quel sujet on allait parler, mais je vais vous expliquer comment poser les questions. En effet, sur le côté à droite, vous avez un petit icône et vous pouvez cliquer dessus, envoyer votre question. On les reçoit directement, on peut y répondre. Et si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes ces questions, on répondra par mail, bien sûr, directement, dans la semaine. Bien, donc, merci Gérard. Donc, Gérard Raymond, je vais commencer à te présenter, mais tu compléteras. Donc, Gérard Raymond est le représentant ou le président de France Assos Santé, qui représente l'ensemble des patients sur le territoire national et les consommateurs. Et on a beaucoup travaillé avec Gérard depuis très très longtemps, puisqu'il a été longtemps président de l'Association française des diabétiques. Et bien évidemment, les relations avec les pharmaciens étaient des échanges quasi permanents pour pouvoir prendre en charge du mieux que l'on pouvait, avec toutes les évolutions, les patients diabétiques et leur suivi à travers le réseau pharmaceutique. Donc, merci d'être là, Gérard. Est-ce que tu Merci. veux, Tout est-ce que d'abord, tu veux compléter? merci pour votre invitation, hein. Ça fait plaisir parce que ce qu'on constate depuis cette crise, c'est que la société civile est un peu oubliée, particulièrement les associations agréées du système de santé qui représentent les usagers de la santé. On est quand même particulièrement oublié et ça fait plaisir que vous, professionnels de santé de proximité, proches de ceux qui vivent et qui souffrent au quotidien, vous nous invitiez à pouvoir échanger. Voilà, peut-être que ce message-là sera entendu à des lieux un peu plus hauts. Ok, bon, mais tant mieux si ça peut t'aider je dirais, à ce qu'on soit attentif justement aux patients. Donc, Bénédicte, le premier sujet, rappelez-moi. Renouvellement de traitement, peut-être on peut commencer par ça? À Oui, moins que vous souhaitiez changer au vu de l'actualité de cette nuit au JO, mais… oh oui. Donc, sur le renouvellement des traitements, ce qui avait été décidé avec le gouvernement, c'était quelque chose de simple. C'était de dire, quelle que soit la situation du patient qui a un traitement chronique, il est hors de question que ce patient soit en difficulté pour pouvoir prolonger son traitement. Et donc, on a autorisé les pharmaciens à, sous certaines conditions, même si l'ordonnance était périmée, à pouvoir assurer la continuité des soins et en gros rassurer tous les patients pour ne pas qu'il y ait d'interruption puisqu'on a fait ça en début de crise et on ne savait pas dans quelles conditions d'abord les médecins allaient être disponibles, les conditions d'accueil dans les cabinets médicaux avec éventuellement la prise en charge par les médecins de patients Covid. Donc tout ça a permis et est autorisé jusqu'au 31 mai de rassurer tous les patients. C'était très important. Et d'ailleurs, je pense que ça a beaucoup contribué à apaiser. Bon, Gérard, toi, qu'est-ce que tu as comme retour par rapport à cette disposition? Dès le début, compte tenu aussi de notre spécificité, dès le début, on s'est évidemment préoccupé des autres patients, hein, hormis ceux qui malheureusement ont été atteints du Covid-19. Et effectivement, les processus qui ont été mis en place, nous les avons soutenus, particulièrement sur la continuité des soins et le renouvellement des ordonnances que vous faites. Et donc, nous réfléchissons aujourd'hui d'ailleurs à ce que ce soit prolongé au-delà du 11, tu viens de dire le 31 mai, mais il est possible que les bonnes résolutions et les bonnes organisations mises en place au cours de ce Covid-là pourraient être poursuivies bien au-delà de la date du 31 mai. Hein. Et je pense qu'effectivement, ce renouvellement d'ordonnance, sous certaines conditions, avec un accord avec les professionnels de santé dans le cadre de pathologies chroniques bien connues et bien cadrées, dans le cadre d'entretien pharmaceutique ou d'accompagnement thérapeutique, etc.,
je pense que ce renouvellement peut être envisagé, bien au-delà d'ailleurs de la crise du Covid, et d'être aussi une forme normale d'un parcours de soins coordonné avec l'ensemble des acteurs et surtout avec le patient. C'est vrai que ça préfigure le pharmacien correspondant. Le pharmacien correspondant, c'est le pharmacien qui est désigné par le patient pour l'accompagner dans sa pathologie chronique dans le cadre d'une coordination de soins, d'un parcours de soins. Et donc, c'est vrai que le travail avec les médecins doit renforcer ce parcours et de pouvoir renouveler sous certaines conditions. D'abord, que le patient soit stabilisé, qu'on ait pu éventuellement confier la surveillance ou à travers l'autosurveillance de vérifier que le patient, son traitement est toujours adapté et pouvoir le prolonger dans certaines conditions. Je voudrais rappeler à tous les pharmaciens qui écoutent, c'est que quand on regardera avec le recul la confiance des pouvoirs publics vis-à-vis du réseau pharmaceutique pour assurer cette continuité de soins, c'est aller très loin, puisque nous avons eu la possibilité de renouveler les traitements substitutifs aux opiacés, qui sont limités à 28 jours, des traitements aussi contrôlés que les stupéfiants pour lutter contre la douleur. On voit bien qu'il y a eu une grande confiance vis-à-vis du réseau officinal. En tout cas, les pouvoirs publics se sont bien appuyés sur le réseau pour faire ce travail. Et je suis d'accord avec toi, Gérard, parce que il ne faut pas que le 31 mai, il y ait un afflux de patients dans les cabinets médicaux au-delà de ce qu'ils peuvent absorber. Et donc, on pourrait mettre des patients en difficulté parce que, bien sûr, il y aura des ordonnances qui sont expirées depuis 1 mois, 2 mois, et puis des ordonnances qui arriveraient à expiration au 1er juin. Et donc, juste pour il pourrait y avoir un afflux, alors qu'on sera encore dans une période où il faudra faire attention aux déplacements et aux concentrations de personnes sur certains lieux. Donc, tu as raison, il faut peut-être qu'on réfléchisse dès à présent à une sortie progressive de ce dispositif, mais progressive. Oui, juste ajouter sur le rôle et le suivi et l'évaluation de l'action des uns et des autres. Vous savez aussi que j'ai une part active au sein du Hub Data Hub, hein, et nous avons mis en place un comité scientifique pour le suivi du Covid et de toutes les études qui, à l'heure actuelle, sont en train de fleurir comme les pâquerettes au printemps. Hein. Il y a beaucoup d'études là-dessus, et il y a quelques études dont vous êtes au cœur du suivi avec le DP et bien d'autres. Et donc, on regardera effectivement, grâce à ces études-là, l'implication des uns et des autres dans le bon fonctionnement de cette crise. Et comme encore une fois de plus, je vous le dis, il y a certainement des belles initiatives qu'il faudra conserver. Ok. Bénédicte, donc sur les renouvellements, je crois qu'on a fait le tour. Hein, donc, je vous rappelle que vous avez toutes les règles du renouvellement sur le site de l'USPO, sur un tableau. Je vous invite à l'éditer et à le mettre sur vos comptoirs pour rappeler à toute votre équipe les conditions dans lesquelles on peut renouveler tel type et tel type de médicaments. C'est pas toujours simple. Et voilà, il faut bien respecter les règles et bien respecter la relation avec les médecins. À ce propos, moi, je voudrais dire que ce n'est pas à cause du renouvellement par les pharmaciens des ordonnances que les médecins n'ont pas de fréquentation dans leur cabinet médical. Heureusement, parce que ça voudrait dire que les ordonnances arrivent ils ne feraient que ça dans leur cabinet médical, renouveler des ordonnances. Et heureusement qu'ils ne font pas ça. Par contre, ce que l'on constate de façon très claire, et Gérard, tu me confirmeras, c'est qu'un certain nombre de patients ont des craintes pour aller à l'hôpital, parce que bien sûr il y a le Covid, ont des craintes d'aller dans les cabinets médicaux parce qu'ils risquent de croiser des patients Covid, et donc on a un certain nombre de patients qui retardent leurs soins, alors que ça peut être des soins urgents, parce que ou un traitement déstabilisé, ou quelque chose de nouveau, et ils ne consultent pas. Donc il faut qu'on se mobilise maintenant pour dire aux patients, retournez chez les médecins, regardez comment ils sont organisés, téléphonez, mais surtout consultez, ne retardez pas et ne faites pas une perte de chance parce que
Notre crainte aujourd'hui, c'est d'avoir un état de santé général à la sortie du Covid encore plus défavorable que ce qu'il était à l'entrée. Et effectivement, on constate, et je vous parlais d'études, on constate déjà les études à la CNAM, des baisses extrêmement importantes dans certaines pathologies de prise de médicaments et de soins. Et donc, c'est quand même assez inquiétant. Et effectivement, 40% de nos concitoyens ne consultent plus tout simplement parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Un tiers ne consulte pas considérant que les professionnels de santé ont autre chose à faire aujourd'hui. Et puis après, il y a un tout petit tiers, même pas 20%, qui ne trouvent pas de médecin ou de professionnels de santé. Parce que, vous comprenez ce que je veux dire, on a constaté qu'il y en avait quelques-uns qui étaient partis en vacances. Quoi. Voilà. Et donc effectivement, il y a ça. Mais l'important, c'est que pour une fois, on a l'habitude de dire que les Français sont inobservants, ils n'écoutent rien, ils ne sont pas disciplinés. Pour une fois, un message fort est passé, restez chez vous, ils sont tous restés chez eux. Et donc, maintenant, on est obligé de leur dire, non, mais attendez, si vous avez besoin d'un soin, d'abord ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, vous avez des soins en permanence, mais aussi les autres qui pouvaient avoir aujourd'hui besoin du système de santé, n'hésitez pas à appeler un professionnel de santé parce que effectivement, ça risque d'être grave. Et n'hésitez pas, ils sont là, ils sont prêts à vous écouter et à vous consulter à distance. Et je pense qu'il faut repasser des messages positifs aujourd'hui auprès de l'ensemble de notre population et de nos concitoyens pour qu'ils le consultent quand ils considèrent qu'ils en ont besoin, et particulièrement les personnes atteintes de pathologies chroniques, de ne pas hésiter d'avoir des échanges avec leurs professionnels de santé. La nouvelle organisation qui est en place, c'est vrai que les patients qui sont fragiles doivent rester confinés. Dont les médecins ont mis en place de la téléconsultation, de la consultation téléphonique. Et nous, on voit bien que dans l'organisation de la pharmacie, on est de plus en plus sollicité pour apporter des médicaments à domicile. Et les pharmaciens nous témoignent en disant on passe beaucoup de temps au téléphone parce qu'on est bien sûr contacté par les patients et les patients nous demandent de renouveler leur traitement et de les apporter à domicile parce qu'ils ont peur de sortir, ils ne veulent pas sortir et c'est bien sûr souvent justifié. Quand on est insuffisant respiratoire, il est hors de question, diabétique. Quand on a, je dirais, l'autre jour, je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle était très significative, un patient sous oxygène qui rentre dans la pharmacie avec son oxygène portable et j'entends hurler mon assistante qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas à venir à la pharmacie, on va vous apporter les médicaments, repartez de suite, ne vous exposez pas. » Et donc, on a fait une enquête et on estime la majorité des pharmaciens sont à 3 à 5 dispensations à domicile par jour. Donc, ça veut dire que ça désorganise le travail quotidien des officines. Et c'est utile pour les patients puisqu'on respecte le confinement. Donc, on a demandé à Nicolas Revel de voir dans quelles conditions il pouvait prendre en charge cette nouvelle organisation du travail. On est les seuls à aller à domicile sans avoir une indemnité. Les infirmières, quand elles se déplacent, elles ont une indemnité, les médecins aussi, d'autres acteurs de la santé aussi. Et je pense que, comme tu le disais Gérard, il faut préparer la suite, préparer la nouvelle organisation de la façon dont on va prendre des soins en ville. Eh bien, la dispensation à domicile fait partie d'une nouvelle organisation. Voilà, et donc il faut travailler là-dessus et voir comment on peut indemniser les pharmaciens. Oui, c'est une demande de SPO. C'est très curieux ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Je ne vous dirai pas où je suis confiné, mais j'ai mon boulanger qui passe tous les matins devant la porte, mon boucher qui fait la tournée aussi, et on retrouve effectivement ces systèmes de portage. Et je pense que effectivement, notre vie demain, après-demain, sera certainement modifiée pour certaines catégories de personnes. Et cette dispensation à domicile de médicaments est certainement pour vous aussi
une nouvelle mission qui se met en place. Alors après, voir le cadre et le cadre économique. On reparlera de tout ça, bien entendu, mais ça fait partie, je pense, aussi de vos nouvelles missions de demain, pour des personnes, évidemment, dans des conditions spécifiques, de pouvoir faire de la dispensation à domicile, bien sûr. Et au-delà de la dispensation à domicile, il y a aussi le télésoin. Le télésoin était quelque chose qui a été prévu par la loi, ouvert aux non médicaux. Donc, il y avait les pharmaciens, les infirmiers qui étaient cités. Et là aussi, il faut qu'on active le télésoin parce que pour l'instant, il a été ouvert à d'autres professionnels et pas encore aux pharmaciens. Et là aussi, quand on utilise l'accompagnement de patients chroniques, comme les bilans de médication, les entretiens pharmaceutiques, demain, les chimiothérapies à domicile et le suivi des chimiothérapies à domicile, si le patient ne peut pas sortir parce qu'on lui recommande d'être confiné, il faut qu'il puisse aussi avoir accès à ce travail avec des pharmaciens pour être accompagné dans leur pathologie et dans leur traitement. Donc là aussi, c'est un élément important, mais ce que je dis, c'est que dispensation à domicile et télésoins, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. Il ne faut pas attendre la fin de la crise pour dire on y réfléchit, on verra dans 3 mois. C'est maintenant qu'on a le travail. Je pense qu'il faut réfléchir tous ensemble et que effectivement le parcours de soins de ces personnes-là, mais tous les acteurs doivent pouvoir être interconnectés avec cette personne-là et que il y a des réflexions rapides à mener. Tu as raison, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place parce que les conditions sont excellentes. Moi aussi, j'ai une anecdote. Cette semaine, je suis allé voir mes professionnels de santé parce qu'il m'arrive moi aussi d'être parfois de temps en temps malade et avoir besoin du système de santé. Eh bien, en discutant, effectivement, je leur ai demandé comment ils s'étaient organisés. Ils m'ont dit qu'en 8 jours, ils avaient mis en place une plateforme pour faire le suivi des patients diabétiques, bien entendu, avec les courbes, etc., qui eux-mêmes appelaient les patients pour l'échange et tout. Ils m'ont dit, en 8 jours, on a mis ça en place. Et je lui ai dit, mais ça fait quand même des années que je vous en parle, cette affaire-là. Il m'a dit, oui, mais s'il n'y avait pas eu le coronavirus, on aurait mis 10 ans pour le faire. Donc, je pense que effectivement, il est important de pouvoir réfléchir d'une façon collective, et y compris évidemment avec les patients et les représentants des patients, pour trouver des systèmes qui vont évidemment être extrêmement efficaces et permettre à chacun de pouvoir accomplir sa mission, y compris les patients, y compris les professionnels de santé. Donc je pense qu'effectivement, ce que tu appelles le télésoin, autorisé aux pharmaciens, mais je pense qu'il devrait être global dans un parcours de soins. L'équipe qui est en charge de suivre et d'accompagner la personne devrait pouvoir avoir accès avec une plateforme directement à la personne. Chacun ayant son cadre. C'est une vraie révolution que nous sommes en train de faire là. Et derrière, on parlera de comment on fait tourner aussi le compteur, parce que je pense qu'effectivement, le modèle économique, il faudra certainement le concevoir différemment. Et le budget de notre système de santé devra être calculé différemment que ce qu'il est calculé aujourd'hui. Il va falloir réinventer des PLFSS pour mettre de l'argent et pas pour faire des économies. C'est ça que tu es en train de dire, c'est exactement ça, Michel. Mais on ne me demande pas de le dire, alors je peux le dire qu'avec vous, mais il ne m'invite pas en haut lieu pour essayer de le leur dire. Tu sais que ce webinaire est suivi au-delà des pharmaciens par d'autres personnes. Et donc, on accepte tout le monde. Donc, il y aura peut-être un peu d'écho. Si je reçois des lettres de menace, je verrai. Ou d'invitation, ou des lettres d'invitation. Bon, il y a eu de l'actualité cette nuit, Bénédicte, puisque le JO est toujours très riche et beaucoup de surprises. Enfin, pas de surprises, mais en tout cas d'attentes. Et donc, cette nuit, il y a deux dispositifs spécifiques pour les pharmacies. Le premier, c'est les masques. Alors, les masques, c'est vraiment le sujet qui met le feu dans la profession en permanence, avec une stratégie qui est définie, mais qui est évolutive, des informations parasites qui viennent brouiller le message, des acteurs
qui veulent faire du business à tout prix et on voit tout le monde est devenu importateur chinois spécialisé et capable d'importer des millions et des millions de masques en espérant ne pas se faire piéger et d'avoir un retour de masques de qualité. Enfin voilà, c'est toujours le sujet d'actualité avec parfois des timings de communication qui agacent un petit peu les pharmaciens. C'est vrai que quand dimanche, le Premier ministre dit on va distribuer les masques grand public par la grande distribution, point, et pas virgule. Bon, ça interpelle. En début de semaine, ben, c'est les buralistes qui font une grande communication en disant c'est nous qui allons les distribuer aussi. Alors eux, c'est normal parce que comme ils vendent des cigarettes, c'est des masques spéciaux parce qu'il faut pouvoir passer la cigarette à travers le masque. Donc on les laisse faire, ils sont spécialisés là-dedans. Et puis mardi, voilà, Olivier Véran qui dit non, mais les pharmacies aussi, bien évidemment. Donc ça y est, c'est régularisé, c'est passé au JO cette nuit. Donc ce sont des masques que l'on appelle grand public, mais qui sont des masques industriels. Donc c'est pas le masque de la couturière d'à côté qui va fabriquer ces masques. Donc ça c'est très bien pour faire je dirais du lien social et des aides. Et là, dès qu'on commence à dire que l'on vend, et en plus quand on vend en pharmacie, on doit s'assurer de la qualité de ces masques, puisque ce qui fait la qualité, c'est leur pouvoir filtrant. Et vous savez qu'il y a deux types de masques réutilisables. Les masques dits de type 1 qui filtrent à hauteur de 90% et qui sont ciblés pour les professionnels non soignants. Et les masques qui filtrent à hauteur de 70%, et qui sont des masques destinés au grand public quand on prend les transports en commun, quand on est dans des zones où il y a beaucoup de population et donc ça sert à se protéger et à protéger les autres d'un risque d'infection. Donc voilà, c'est autorisé. Alors comment on va pratiquer? Eh bien, tout simplement, il va falloir en acheter. Vous avez vu que le ministre de la Santé a mis une fourchette entre 3 et 5 euros. Donc déjà, il commence à calmer un petit peu ceux qui voudraient faire du masque de luxe. Nous sommes en train de travailler, et là, Gérard, je sais que tu es aussi à la manœuvre, c'est qu'on sait très bien qu'au vu de la crise, une partie de la population aujourd'hui est en difficulté et en grande difficulté. Et donc, il ne faut pas que non seulement ils ont du mal aujourd'hui à pouvoir acheter l'essentiel, c'est-à-dire manger, et on voit que les files d'attente augmentent dans tous les centres qui distribuent aujourd'hui l'aide alimentaire, et également la population cible patient qui a besoin absolument de ce masque en raison de leur pathologie. Et donc, on est en train de travailler avec Nicolas Revel et le gouvernement pour voir dans quelles conditions certaines populations pourraient avoir accès à ces masques sans être obligées de les payer à travers le réseau pharmaceutique et à travers un enregistrement d'un nombre de masques par mois pour ne pas, bien sûr, qu'il y ait des abus. Donc, Gérard, toi, vis-à-vis des patients, où c'est que tu en es? Non, on a deux. Les masques ont été toujours pour nous une véritable préoccupation et dès le début, ça fait maintenant 1 mois et demi, qu'on est en opposition avec le ministre de la Santé sur cette question-là. On partage beaucoup de choses avec lui, mais sur cette question-là, nous avons dit tout de suite qu'il fallait des masques pour tout le monde et que même s'ils n'étaient pas homologués, eh bien, ils pourraient quand même toujours protéger. Et on se rend compte aussi que le port du masque, parce que vous en avez l'habitude, mais nous, on n'a pas trop l'habitude de porter des masques. Et simplement mettre un masque, ça responsabilise un petit peu. On est beaucoup moins à l'aise, y compris pour fumer, y compris pour discuter. Et donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Donc, il y avait aussi cette vision-là de faire porter des masques à tout le monde pour responsabiliser un petit peu tout le monde. Donc bon, on s'est opposé avec Olivier Véran depuis le début. On voit qu'il chemine lentement. On sait pourquoi d'ailleurs.
parce que de toute façon, il n'y en avait pas. Et donc, c'était même pas la peine d'annoncer des masques pour tout le monde parce qu'il n'y en avait pas. Et on trouvait des mauvaises raisons scientifiques. Donc aujourd'hui, effectivement, et demain, nous allons encore publier un énième communiqué de presse là-dessus, hein, en demandant des masques pour tout le monde, évidemment. Donc voilà, on y arrive, forcément. Notre souci, notre interrogation, c'est celle que tu as soulevée, c'est qu'effectivement, ils sont en maths. Quand on est quand même dans une politique de santé publique et dans une crise de santé publique, peut-être que un effort de plus pourrait être fait. Hein. On est déjà à 45 milliards de déficit, on pourrait mettre de plus, pourquoi pas, pour que les masques soient accessibles à tout le monde, et particulièrement à ces populations défavorisées qui sont en difficulté et qui ne vont pas mettre 3 euros pour acheter un masque, c'est pas vrai. Donc comment on peut effectivement permettre à ces populations-là, qui sont certainement celles qui en ont le plus besoin, à avoir des masques comme les vôtres, des masques industriels, homologués, sans que pour cela, effectivement, ça crève leur petit budget. Autre point aussi, c'est sur les patients atteints de pathologies chroniques, soit en ALD ou pas d'ailleurs, mais en ALD, pourquoi pas, et ça fait un grand nombre. Peut-être que, pourquoi pas, mettre dans le remboursement ALD, là, il n'y a pas de prescription, mais la vente de ces masques-là, parce que voilà, c'est des sujets sur lesquels on peut évidemment discuter avec Nicolas Ravel, mais pour nous, notre inquiétude, elle est bien là. Hein. Il va en falloir pour tout le monde. J'espère que les usines travaillent et que ce ne sera pas encore un coup de bluff. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes défavorisées, les personnes en ALD atteintes de pathologie chronique, devront être quand même les premières à être fournies. Et je m'interroge, même à 3 euros, si certains, parce que comme il en faut par jour de ces masques-là, il en faut au moins 2 ou 3, non, par jour. Donc 3 euros chaque masque, ça fait quand même quasiment 10 euros par jour. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit en capacité de consacrer 10 euros par jour, surtout quand c'est une crise de santé publique et que personne n'y est pour rien. Oui, surtout que bon, ces masques sont lavables, donc ils sont réutilisables, c'est le gros avantage. Après, il faudra, nous, ce qu'on va, je vais dire un petit peu rappeler la doctrine, et on a signé un communiqué de presse avec le Conseil de l'Ordre, les 2 syndicats et les 2 collectifs de groupement pour rappeler la doctrine. Tu as raison, Gérard. On est en pénurie de masques chirurgicaux FFP2. On ne va pas se voiler la face, on le sait très bien. On a annoncé 2 milliards d'achats de masques, mais bon, ils sont toujours en Chine. Ils ne sont pas arrivés sur le territoire national. Donc, ils arrivent au fur et à mesure. On est encore en tension. Et l'objectif principal, c'est de protéger les soignants, parce que si les soignants ne peuvent plus prendre en charge les patients, ben c'est la catastrophe. Et puis les soignants, on ne peut pas les mettre en danger. On voit bien qu'on a eu quelques cas de décès de médecins, d'infirmiers qui se sont retrouvés infectés. Et donc, voilà, il faut faire très attention à ça. On a vu comment les pharmaciens étaient obligés de s'équiper avec du plexiglas. Nous aussi, on travaille avec des masques chirurgicaux pour se protéger. Et c'est vrai que ça envoie un signal très clair à la population en disant « Oh, si le pharmacien s'équipe comme ça, c'est que c'est sérieux. Hein » Et donc, il faut faire attention. Donc, tant qu'on est dans cette période de tension, il est hors de question de gâcher les masques chirurgicaux. Oui, oui. Alors, ces masques chirurgicaux, la réquisition a été un petit peu levée, mais elle a été levée pour permettre à des entreprises qui travaillent avec des masques chirurgicaux de pouvoir continuer à maintenir leur activité. Quand vous êtes un laboratoire pharmaceutique et que vous fabriquez des médicaments, dans la chaîne de fabrication, le personnel est équipé de masques chirurgicaux, voire de masques FFP. Donc, il était important que ces entreprises puissent se réapprovisionner en Chine sans avoir le risque de réquisitionner, sinon ils arrêtaient les productions. Et certains l'ont interprété comme étant on est autorisé à vendre des masques au grand public, des masques chirurgicaux, à des prix prohibitifs. 75 euros de 50 euros. Et là, c'est du jetable. Donc, voilà, il y a des gens qui se sont mal comportés parce qu'ils ont surfé sur un business sur les masques chirurgicaux.
Donc, nous, on a rappelé à tous les pharmaciens qu'on le réservait uniquement aux soignants. Et d'ailleurs, on nous a confié la distribution gratuite à tous les soignants et on les compte 18 par 18. Ça montre bien qu'on est en pénurie. Sinon, on donnerait des boîtes de 50 à tous les médecins et à tous les infirmiers et autres professionnels de santé. Donc, la première règle, c'est ça, c'est respecter les soignants. Et les patients doivent comprendre aussi, à condition d'utiliser d'autres masques, que ces masques ne sont pas pour eux, puisqu'il y aura des masques alternatifs, des masques dits grand public. Et quand on applaudit à 20 heures tous les soignants, et je trouve ce geste à la fois symbolique et très encourageant, eh bien, dans ce geste, c'est je ne prends pas le matériel qui est destiné aux soignants. Ensuite, sur les masques alternatifs, grand public, bon, les deux types, nous, on va demander aux pharmaciens d'être très attentifs. Alors, bien sûr, ce sont des masques industriels. Ils doivent être étiquetés avec l'étiquette type 1, type 2, et le fabricant doit pouvoir dire qu'il a contrôlé selon la réglementation et les critères de la FNOR et de l'agence et de la NSM que ce masque est filtrant à 70 ou 90%. Il est hors de question de mettre à disposition des masques qui ne seraient pas de qualité. Et on sait également que fin avril, début mai, mais ça a déjà commencé, que les maires vont distribuer gratuitement des masques grand public. Et c'est très bien, moi je trouve, que les maires s'impliquent et fassent un premier geste sur leur budget en disant et qu'ils accompagnent le déconfinement. Je trouve ça extrêmement intéressant et cohérent. Et en plus, ils rentrent dans une politique nationale de stratégie du déconfinement. Eh bien, si ils donnent un ou deux masques gratuits à toute la population de leur commune. Je trouve ça très bien. Et c'est à eux de le faire. Parce que certains maires disent ah, mais tiens, je vais confier ça aux pharmaciens. Non, 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 non. La distribution gratuite de masques donnée par la mairie, c'est à la mairie de le faire. Et ne vous faites pas embarquer parce que le maire ne sait pas comment s'organiser. Beaucoup de maires se sont déjà organisés. Alors certaines le font par des points de distribution avec les listes électorales et le livret de famille pour pas qu'il y ait de surconsommation. D'autres le font par l'intermédiaire du courrier, de la poste, hein, voilà, avec des bons. Mais surtout, ne vous laissez pas embarquer sur cette distribution dans les pharmacies. On n'a pas la capacité et puis nous, on a déjà beaucoup de travail et il faut faire attention sur les différentes dotations État, les dotations communes, voilà, qu'il n'y ait pas de confusion là-dedans. Donc, en tout cas, voilà, pour les masques alternatifs dits grand public, ça y est, c'est fait. Tous les circuits vont pouvoir le faire. Oui, reste maintenant à ce qu'il soit fourni suffisamment en nombre pour que tout le monde soit équipé. Ça, c'est encore. Mais je partage ta position sur les maires. Hein. J'ai toujours considéré que les élus locaux avaient une responsabilité de santé publique auprès de leur électeurs, pour le moins. Et donc, effectivement, je pense que c'est à eux aussi à distribuer ces masques-là, et particulièrement aux personnes défavorisées et qu'ils connaissent, toute l'action sociale qui peuvent être menée par les mairies. Eh bien, je pense que c'est à eux aussi de mener cette action-là et de ne pas vous le faire reporter sur vous parce que vous avez bien d'autres choses à faire. Ça, c'est une évidence. C'est vrai. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment vont être approvisionnés les mairies, les bureaux de tabac, vous, et en quel nombre et comment les personnes, les citoyens vont pouvoir évidemment se procurer un nombre suffisant. C'est une condition sine qua non pour réussir le processus. Il faut être prudent. Pour réussir le processus de déconfinement à partir du 11 mai. Parce que si on n'a pas ça, je pense que 30 mai, nous serons revenus dans nos bunkers. Et en plus des masques jetables, donc qui sont des masques non médicaux, il y aura aussi des masques tissus réutilisables. Il y aura aussi des masques non médicaux qui seront jetables. Et donc ça, on regarde comment c'est en train d'être mis à disposition, quelle est leur qualité.
on n'est pas toujours très rassuré hein, quand ça devient massif comme ça et que ça vient de pays étrangers. Il faut toujours être capable de contrôler la qualité et de ne pas se retrouver avec du matériel qui n'est pas conforme. En tout cas, voilà, les choses sont claires. Les pharmaciens pourront également donner des masques grand public et alternatifs. Et j'espère qu'on arrivera à conclure avec l'assurance maladie pour ceux qui pourront y avoir accès sans frais, en tiers payant par le réseau pharmaceutique, comme l'on sait faire, avec le dossier pharmaceutique qui peut être un outil permettant d'enregistrer pour avoir un rythme de distribution adapté aux besoins de la famille. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous pour appuyer aux demandes auprès de l'assurance maladie, d'ailleurs. On le fera dès lundi, dès demain. Merci, Jean. Tu penses aussi à la dispensation à domicile, hein, puisque tu oh, oui, oui. Non, les petites de chevaux, camionnettes, oui, d'accord, j'y passe. Alors, l'autre nouvelle du JO de ce matin, ce sont les gels hydroalcooliques. Ah. Donc, alors juste sur les masques, il y aura peut-être aussi un changement de TVA. Donc, on verra, je crois qu'il est nécessaire d'avoir un arrêté pour passer la TVA de 20% à 5,5% en fonction des catégories de matériel de protection des soignants, qui peut d'ailleurs inclure les surblouses, etc. Donc, l'État a aussi fait un effort à travers la réduction de TVA sur ce matériel. Je pense que c'est cohérent avec l'effort que fait l'État aujourd'hui pour soutenir l'ensemble à la fois des entreprises et de l'ensemble des Français sur cette situation extrêmement difficile. Et donc, pour les gels hydroalcooliques, là, par contre, c'est applicable. Alors, tous les pharmaciens qui sont de garde doivent appliquer le changement de TVA qui aussi sur les gels hydroalcooliques et solutions hydroalcooliques, les deux, passent d'une TVA 20% à une TVA 5,5%. Alors, pour les pharmaciens qui les références, par exemple, le flacon de 100 millilitres de gel ou de solution qui était fixé à 3 € passe à 2,54 €. L'État gagnait beaucoup d'argent hein, sur les gels hydroalcooliques. Il faut bien vivre un petit peu quand même. Alors, il faut manger de temps en temps. Et sur le litre, qui était à 15 €, il va passer à 13,19 €. Alors, s'il vous plaît, je le dis à tous les pharmaciens qui ont acheté les gels hydroalcooliques avec une TVA à 20%, ils vont la vendre depuis ce matin avec une TVA à 5,5%. Ils ne perdent pas d'argent, puisque c'est la TVA. Et la TVA, on est juste collecteur. Donc, on a acheté à 20, on vend à 5,5, on restituera moins de TVA à l'État, mais c'est l'État qui, dans cette affaire, est perdant. Et pour le pharmacien, c'est neutre. Donc, pas d'inquiétude. Si vous avez un stock de gel hydroalcoolique à 20%, vous le savez bien, la TVA, c'est parfaitement neutre. Et ce n'est pas parce que vous allez le vendre 13,19 € TTC que vous êtes pénalisé sur la marge qui était autorisée sur ces gels, donc aucune inquiétude. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et tu sais, Gérard, puisque tu présides également dans France Asso Santé, également les associations de consommateurs, hein, puisque tu es aussi chef des patients et des consommateurs. C'est nous qui avons demandé le prix encadré. C'est nous qui l'avons demandé. Oui. Donc, certains nous l'ont reproché. Nous, on a considéré que dans cette période, comme d'ailleurs les masques, si on voit que sur les masques grand public, ça ne se passe pas bien, il y aura un encadrement de prix qui se fera par les pouvoirs publics. Et donc, ça a permis de mettre en place une mise à disposition de ces gels. Il va y avoir un reportage assassin parce qu'un pharmacien l'aurait vendu à des prix non raisonnables. On sait que c'est tellement facile de faire ce genre de reportage qui fait beaucoup de mal à la profession.
Donc voilà, prix encadré et donc une diminution de la TVA et donc un effort de la part des pouvoirs publics. Juste une petite remarque, aussi beaucoup de pharmaciens nous alertent sur les contrôles des GCCRF, qui sont très, très nombreux dans les pharmacies et avec une nouvelle méthode, puisque les inspecteurs ne se déplacent plus, puisque eux aussi sont confinés. Donc, ils appellent la pharmacie, ils demandent sur les pratiques de prix, et après, ils vont plus loin, ils demandent bien de faire tout l'historique des ventes, avec tout l'historique des achats, et donc, les pharmaciens, au bout d'un moment, disent, écoutez, moi, j'ai pas que ça à faire, hein, mais, nous, on est au boulot et on n'est pas confinés, quoi. Et donc, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Alors, ce qu'on a dit à la DGCCRF, l'USPO est intervenu, l'Ordre des pharmaciens est également intervenu, l'autre syndicat est intervenu tout récemment aussi. Et nous avons eu une réponse de la directrice de la DGCCRF par mail, qui bien sûr nous disait que les contrôles se faisaient partout et pas uniquement dans les pharmacies, heureusement. Souvent se faisait sur dénonciation, puisqu'il y a un site qui permet de dire et de se plaindre sur des pratiques non conformes à la réglementation. Bon, voilà, ça permet de créer des alertes. Et puis, de voir ce qui nous choque un petit peu, c'est qu'il y ait un contrôle systématique d'un grand nombre de pharmacies, même ceux qui respectent. Et donc, d'être obligé de se justifier pour dire qu'on respecte et de demander ce travail de façon régulière aux pharmaciens et peut-être pas, voilà, pas forcément adapté à la situation. Donc, on a alerté. Et puis, les règles de fixation des prix ne sont pas toujours faciles parce qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose qui est formidable. C'est que le flacon de 100 millilitres coûte un certain prix. Donc, 3 euros, il passe à 2,54 €. Et le flacon de 125 millilitres, s'il est rempli complètement, coûte moins cher que le flacon de 100 millilitres. Donc, on comprend bien que parfois, les pharmaciens s'y perdent un petit peu parce que tout ça n'est pas très cohérent. Et j'espérais qu'à l'occasion de la publication du nouveau décret avec le changement de TVA, ils aient pensé à mettre un petit peu d'ordre dans ce phénomène de palier qui crée des cassures et de l'incohérence qui fait que certains pharmaciens ne s'y retrouvent pas. Donc, on va réexpliquer aux pharmaciens comment faire. Et parfois, on est embêté parce qu'on n'a pas beaucoup de flaconnage adapté puisqu'on manque de flacons et parfois on a des flacons de 130 millilitres voilà, qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. En tout cas, voilà, pour les gels, changement de TVA. Donc, on va publier un tableau très rapidement pour que on soit en conformité. On va rappeler de nouveau les règles. Et s'il y a des contrôles des GCCRF qui vous paraissent un petit peu trop intrusifs, n'hésitez pas à nous le signaler. On a réussi à calmer dans certains départements voilà, des méthodes qui n'étaient pas tellement, voilà, qui n'étaient pas adaptées à la situation, même si la légitimité des contrôles, personne ne peut la contester, bien évidemment. Non, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des contrôles. Après, effectivement, si vous constatez une augmentation des contrôles, on peut considérer qu'effectivement, il y a une volonté de vous cibler particulièrement. Mais bon, on sait bien que même dans un pays de liberté, il faut qu'il y ait des contrôles. Alors après, voilà. Et sur ce que choisir les consommateurs, puisque tu m'as cherché, tu sais bien que tu vas me trouver. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, c'est les représentants des usagers de la santé. Alors, il y a des consommateurs qui sont aussi usagers de la santé et d'autres consommateurs qui ne sont pas usagers de la santé. Et donc, on considérera que c'est cette partie-là qui fait des enquêtes. Voilà. Vous savez, moi, je ne suis qu'un petit collectif qui regroupe des très, très grandes structures comme les consommateurs, mais aussi le handicap et autres. Et donc, parfois, j'ai un peu de mal, effectivement, à faire entendre l'esprit collectif. Certains considérant que je suis plutôt à leur service, alors que c'est l'inverse, il faudrait qu'ils soient à notre service. Mais bon, c'est un autre débat.
Dans la stratégie de déconfinement, il y a bien sûr la réalisation des tests, avec les deux types de tests, le test virologique, les PCR avec les couvillons, et ensuite les tests sérologiques, qui peuvent être sous un format d'autotest ou un format de PCR, d'orientation rapide, et donc qui sont des tests sérologiques, donc avec une gouttelette de sang, qui peut permettre de connaître si le patient a été affecté par le Covid et s'il a développé des défenses naturelles ou s'il ne les a pas développées. Donc, bien évidemment, nous ne nous positionnons pas sur les tests PCR et couvillons, parce que voilà, il faut être équipé pour faire ce prélèvement. Ce prélèvement n'est pas un prélèvement facile, et d'ailleurs, c'est certainement à cause de ça qu'il y a des faux négatifs, parce que il faut aller avec des couvillons assez profonds, et ce n'est pas simple. Et donc, on voit toute une série d'acteurs qui se positionnent pour faire ce travail, et c'est très bien. Nous, par contre, on se positionne, comme d'autres acteurs de santé, sur les tests sérologiques, avec, pour nous, trois conditions. La première, c'est que ce soit des tests fiables. Il est hors de question d'utiliser des tests qui seraient avec beaucoup de faux négatifs ou de faux positifs. Ensuite, de connaître les conditions dans lesquelles, quels sont les patients éligibles. Est-ce qu'ils ont eu le Covid il y a 3 semaines, il y a 15 jours, il y a un mois, voilà, de pouvoir cibler les patients qui sont éligibles au test, et ensuite de pouvoir bien sûr enregistrer cette information sur un fichier national, parce que tout ça relève d'une stratégie santé publique. Ce n'est pas une curiosité personnelle, c'est de connaître le pourcentage de population dans tel secteur qui sont protégés, etc. Parce qu'on sait très bien que ça fera partie des stratégies ensuite de gestion du Covid-19. Donc voilà, nous on est positionné là-dessus. Alors Gérard, toi, je ne sais pas ce que tu penses de la présence des pharmaciens sur les tests sérologiques. Tu abordes deux sujets qui sont pour nous des vraies préoccupations, des vraies interrogations. D'abord, les tests, sont-ils fiables, sont-ils pas fiables, etc. On a entendu beaucoup de choses là-dessus. C'est vrai que on s'oriente évidemment aujourd'hui sur ces tests sérologiques qui nous paraissent être les mieux conditionnés pour pouvoir assurer là aussi une sortie du confinement. Donc, il faut quand même que ces tests-là soient validés et soient homologués. Quant à l'autorisation faite aux pharmaciens de pouvoir faire ces tests, vous connaissez notre position depuis le début, pourquoi pas, au contraire. Moi, je pense qu'encore une fois de plus, vous êtes tout à fait compétent et tout à fait en mesure et organisé et bien situé aussi pour pouvoir faire ces tests-là. Et donc, dans la mesure où ils sont sécurisés, etc., je pense que vous avez tout à fait l'autorité et les compétences pour réaliser ces tests. Ça, c'est le premier point de réflexion de notre côté. Le deuxième point que tu soulèves, et qui est un vrai sujet sur lequel on a déjà commencé à réfléchir depuis longtemps, avec les données de santé qui aujourd'hui devient un peu plus crispant avec, effectivement, c'est la traçabilité des tests des patients. C'est comment demain on va pouvoir effectivement suivre, conseiller ces patients-là avec le numérique. Et c'est vrai que pour nous, c'est une vraie préoccupation, d'abord de liberté individuelle, la première des choses. La deuxième chose, c'est la sécurité des données, de l'utilisation des données. C'est la transparence de qui récupère ces données. Et encore une fois de plus, je pense que on doit envisager cette traçabilité et ce suivi que dans un cadre extrêmement bien défini par la loi, et donc dans un cadre aussi qui est celui du Hub Data et du ministère de la Santé. Je pense qu'il nous faut faire très attention à ce qu'effectivement ce suivi-là n'entraîne pas
des conséquences de discrimination de population, etc., etc. Et c'est que ce soit d'ailleurs sur d'autres sujets, c'est bien dans ce cadre-là de l'État qui doit définir les règles, la sécurité, la transparence, pour qu'il y ait évidemment une véritable confiance entre les citoyens, vous les pharmaciens et l'ensemble des opérateurs qui vont être en charge, et des plateformes qui vont être en charge de recueillir l'ensemble de ces données-là. C'est un vrai sujet, encore une fois, c'est des sujets qu'on abordait avant, hein, la crise, qui aujourd'hui sont vraiment là, prégnants et extrêmement urgents à régler. Et je pense que la semaine qui arrive sera une semaine où on parlera beaucoup de traçabilité, de tracking, de plateformes, etc. Et je pense que bon, on verra bien comment les choses vont se passer. D'un côté, c'est indispensable. On ne peut pas concevoir effectivement demain de ne pas avoir cette traçabilité-là. D'un autre côté, il faut quand même qu'on respecte les libertés individuelles, notre démocratie, et qu'il faut que cela se fasse dans une grande sécurité et avec, là encore une fois de plus, la participation de l'ensemble des acteurs pour bien cadrer. Et je parlais tout à l'heure de contrôle. Oui, je crois que là aussi, il faudra mettre en place des contrôles pour que ceux qui auraient tendance effectivement à dépasser un petit peu leurs compétences et à utiliser les données pour autre chose soient vertement sanctionnés et fortement sanctionnés. Juste un petit, je crois que j'ai dit 2,54 € pour le 3, le 100 millilitres Oui. à la place de 3 €, c'est 2,64 €. Pardon. J'avais mal noté. Donc, mais vous allez avoir un tableau pour que lundi matin, à l'ouverture, votre changement de TVA, vous puissiez contrôler si c'est parfaitement conforme. Mais si vous changez la TVA, le prix doit se calculer tout seul. Si on parlait médicaments, puisqu'on est avec des pharmaciens. Ben, en principe, les pharmaciens, vous en avez quelques-uns, oui, médicaments. Enfin, on m'a dit que vous étiez en pénurie, alors je ne sais pas, est-ce qu'il vous en reste? Alors justement, on a travaillé pour empêcher la pénurie. Et bon, sur le paracétamol, ça s'est bien passé. Gérard, je ne sais pas si tu as eu des remontées négatives de la part de patients, puisqu'on a limité la demande sans prescription de paracétamol à une boîte ou deux boîtes maximum pour anticiper des risques de pénurie. Ou est-ce que tu as eu des remontées dans tes troupes, hein, Gérard? Ben, Gilles, tu es trop bien placé pour le savoir. Tu sais, les mécontents, il y en a toujours, hein. Et c'est tant mieux, comme ça au moins ça permet d'animer et de réfléchir. Non, non, absolument pas. Je pense que les gens ont parfaitement bien compris, à 99,99%, les gens ont parfaitement bien compris qu'il fallait un peu conditionner le paracétamol parce que effectivement, on ne pouvait pas faire des stocks. D'ailleurs, là aussi, en parlant d'études, on a vu une pointe extrêmement importante les 2 premières semaines de confinement, quelque chose pour tous les médicaments d'ailleurs, qui est bien placé pour le savoir, cette pointe-là, et puis une chute. Et aujourd'hui, on voit bien une stabilisation au même niveau que l'année dernière, que 2019, pour les médicaments de consommation, entre guillemets, courante. Donc, il faudra aussi quand même voir dans le futur ce surachat, entre guillemets, de médicaments. Eh ben, il sera peut-être stocké dans les armoires. Il faudra regarder quand même ce qu'il devient, quoi. Parce que il faudrait pas que on soit, toi, je vous tente quand même une belle perche. Il faudrait pas non plus qu'on soit dans de l'automédication et que voilà, on ait aussi des soucis à la sortie de ce confinement par de l'automédication qui serait pas efficace, au contraire, néfaste. Alors, par rapport à ce qui se passe sur l'économie de l'officine, bon, on a eu effectivement cette suractivité, puisque le confinement était un secret de polichinelle, hein, et donc 3 jours avant, tout le monde a fait des stocks et a pensé à renouveler son traitement en anticipation. Et là, maintenant, nous sommes, pour information de l'ensemble des pharmaciens, on est quand même sur une activité à moins 20%. Ces dernières semaines. Et également sur les médicaments prescrits, ce qui veut dire que on puise sur les stocks. Voilà, on puise. Mais c'est vrai que
l'armoire à pharmacie, c'est un sujet de préoccupation, hein, puisque ça, c'est de l'automédication. C'est-à-dire, on est devant son armoire à pharmacie, on puise dans son armoire à pharmacie quelque chose quand on en a besoin, et c'est pas forcément toujours adapté. Et moi, je pense qu'il faudrait lancer aujourd'hui, puisque tout le monde range son garage, hein, range ses armoires, hein, range ses placards, ben, il faudrait ranger son armoire à pharmacie. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait une action un petit peu spécifique, puisque les patients ont du temps ben, pour ranger son armoire à pharmacie, la sécuriser et ramener les médicaments inutiles, mais que les médicaments, hein, pas les boîtes, pas les cartons et pas les papiers, ça part dans les cartons et dans les papiers, hein, mais que le médicament lui-même, pas forcément venir exprès à la pharmacie pour le ramener, mais à l'occasion, vider les médicaments qui ne peuvent pas être réutilisés sans avis médical. Bien sûr, garder ces médicaments que l'on doit avoir si on est allergique, si on a telle et telle pathologie. Mais voilà, puis déjà nettoyer les périmés, ça ferait un petit peu de place certainement dans les armoires. Donc, sur la nicotine, il y a eu une disposition ce week-end, enfin cette semaine, pardon, qui a été prise, qui est aussi là de faire attention. Chaque fois qu'on a une annonce sur un médicament qui est le médicament miracle contre le Covid, même si c'est un test qui n'est pas fini, hop, ça crée évidemment un risque de comportement non conforme. Donc là aussi, on a anticipé et demandé à la fois à l'Agence du médicament et à la fois au ministère de prendre des dispositions pour pas qu'il y ait un abus d'utilisation de nicotine. La nicotine, les patchs, les gommes sont utilisés pour le sauvage tabagique et pas pour se protéger contre le Covid. Donc, on a poussé pour que les dispositions soient prises rapidement et tuer dans l'œuf du mésusage. Un mois de traitement maximum, s'assurer que la personne est sous sevrage tabagique, inscription dans le dossier pharmaceutique et pas de vente sur Internet. Quand on fait ça pour la nicotine, quand on fait ça pour le paracétamol, eh bien, on voit bien que les pharmaciens n'ont pas choisi le camp de la consommation. Hein. On a choisi le camp de la protection des patients et de l'usage du médicament. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur le sujet de la pénurie, parce que sujet récurrent et qui était un sujet prioritaire l'année dernière. Hein. À l'automne de 2019, nous avons eu plusieurs réunions, y compris jusqu'à Matignon, pour mettre en garde les industriels du médicament, etc. On s'attendait à des véritables pénuries sur des médicaments de consommation ordinaire et de pathologies assez répandues. Enfin, vous pouvez me infirmer ce que mon interrogation, mais je trouve que avec cette crise-là, les pénuries attendues sur Parkinson et d'autres pathologies n'ont pas eu lieu. Donc, je me dis que peut-être ces pénuries attendues dans un cycle normal n'étaient pas aussi naturelles que ça, quoi. Il y avait peut-être des choses, des dysfonctionnements qui, tout d'un coup, se sont arrêtés. C'est un vrai sujet. Moi, je pense que on a notre devoir responsable, c'est de regarder demain. Et je pense qu'il faudra demain aussi regarder comment s'est passé l'approvisionnement pendant cette période-là et certainement de remettre à plat certainement ces formules-là. Je trouve que la crise attendue, la pénurie attendue de certains médicaments n'a pas eu lieu. C'est assez curieux quand même. Donc, ça peut s'expliquer, Gérard, puisqu'on est à, hormis le pic des 3 jours qui ont précédé le confinement, donc voilà, je pense que ça tire un petit peu sur les stocks individuels de chaque patient. On a des ruptures, hein, on a des ruptures, mais des ruptures classiques comme on avait avant le Covid. Hein. On a sur l'épilepsie, sur un certain nombre de traitements, malheureusement des ruptures. On a anticipé éviter les ruptures sur le plaquenil puisqu'on l'a limité, le paracétamol et maintenant tout récemment la nicotine. On attend
avec crainte une autre expérimentation qui pourrait. Alors là, on m'a parlé d'un antiparasitaire, mais ils l'ont pas cité à la radio, donc c'est bien. Quand on ne cite pas le nom du médicament, c'est mieux, parce que quand on cite le nom du médicament ou de la molécule, immédiatement, ça crée. Mais voilà, de nouveau, tac, un antiparasitaire qui serait efficace contre le Covid. Serait efficace contre le Covid. Rien n'est jamais prouvé. En tout cas, on le voit quand même sur les masques. On le voit sur le paracétamol. Le paracétamol, on a anticipé, mais on sait que les deux fabricants, c'est Chine et États-Unis. Ouais. On anticipe, donc on fait attention. Mais comme tu participes à tous les groupes de travail, au comité de pilotage sur les ruptures, je pense qu'il faudra quand même accélérer une véritable stratégie européenne pour avoir de l'indépendance sur la matière première, la molécule. On sait qu'après, on a des façonniers en France et en Europe, mais la production de la matière première sur un secteur aussi stratégique que la prise en charge des personnes malades qui ne peuvent pas se passer de leurs médicaments doit devenir une priorité européenne. Et je pense qu'il faut que on en profite pour accélérer. On va accélérer toutes les nouvelles technologies dans le domaine de la santé. On doit accélérer ces projets européens pour avoir un petit peu plus d'indépendance. Oh non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'il faudra aussi regarder donc le modèle économique qui devra être différent. Oui. Que certainement ces médicaments-là coûteront plus cher. Et qu'il faudra aussi accepter ces coûts différents. Et donc, c'est tout un enchaînement politique, stratégique, effectivement, au niveau européen, pour qu'on puisse avoir l'approvisionnement des molécules de base. Mais derrière, effectivement, tout le modèle sera différent. Enfin, on pourra, j'espère qu'on saura tirer les grandes leçons de cette crise-là. Bien sûr, bien sûr. Ça ne se fera pas en quelques semaines quand même. Hein. Non. Ça va demander un certain temps, comme disait l'autre. Mais il faudra peser, je crois aussi, ceux qui sont en responsabilité et qui le seront à ce moment-là, il faudra peser de tout notre poids pour qu'effectivement on aille vers cette transformation du modèle sociétal et du modèle économique, particulièrement dans le domaine de la santé, mais qui nous intéresse, mais peut-être au-delà, parce que on voit bien aussi les tendances à revenir à un modèle extrêmement libéral et qui pourrait aussi être plutôt négatif pour l'avenir, quoi. Surtout dans le domaine de la santé. Ouais, dans le domaine de la santé, je pense qu'il va falloir revenir au système de solidarité et de répartition. Ouais. Et que la santé, ça a un coût, mais c'est aussi quelque chose de magnifique. Voilà. En tout cas, je le dis devant les pharmaciens qui sont connectés, on est assez nombreux, c'est que tu nous as toujours soutenus dans cette affaire de rupture, parce que bien évidemment, les pharmaciens étaient les plus exposés, puisque en contact avec le patient, et dans l'incapacité de donner une réponse claire au patient, pourquoi il y avait rupture, quelle allait être la durée de rupture, c'était extrêmement inconfortable. Et tu nous as aidés à déclencher ces groupes de travail pour essayer d'apporter de premières solutions. J'ai toujours considéré que ceux qui étaient au bout de la chaîne, ils subissaient. Hein. Et vous êtes au bout de la chaîne, vous subissiez. Et qu'effectivement, ici ou là, notre structure de consommateurs peut très bien trouver des défiances des uns et des autres. Alors, évidemment, c'est facile. Mais globalement, c'est vous qui subissiez effectivement ces tensions d'approvisionnement de médicaments. Et donc, pour moi, ça a toujours été en amont. Ou les intermédiaires, et je pense qu'il y en a certains qui sont passés entre les mailles, on aurait pu peut-être les cibler davantage, les grossistes répartiteurs, parce que ça ne me paraissait pas toujours très clair leur façon de faire, mais aussi évidemment les industriels qui ont depuis des années et des années considéré que le prix du médicament et la distribution des médicaments, ça pouvait se faire à la bourse de Paris ou de New York, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, il va bien falloir revenir à des modèles voilà, de solidarité. L'industrie du médicament, c'est quand même quelque chose qui doit sauver et soigner les gens. C'est pas des nouilles, c'est pas des clous, c'est pas des pneus. Et donc, il va bien falloir peut-être regarder d'une façon différente. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié la générosité subite de Sanofi tout d'un coup, là, ces dernières semaines.
faire un don de 100 millions d'euros pour la recherche, etc., etc. Voilà, moi j'apprécie cette générosité-là subite, mais je me demande si est-ce que c'est pas aussi pour s'acheter une bonne conscience. Ok. Ah ben écoutez, Euh, moi, je suis non, trop mais c'est vieux rare. pour prendre des précautions, hein, je dis ce que je pense. C'est ce qui est l'avantage avec toi, c'est que tu dis les choses. Voilà, c'est très bien. Euh, Juste un point avant de peut-être de conclure et de parler du déconfinement et de l'après. Euh, on va avoir des mesures portées par l'assurance maladie qui vont aider les professionnels de santé, puisque certains ont perdu beaucoup d'activités. Et l'objectif de l'assurance maladie, c'est de dire on a un ensemble de soignants, d'acteurs, médecins, infirmiers, etc., dentistes, qui sont sur le territoire avec des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et il ne faut pas qu'ils arrêtent leur activité, qu'ils prennent leur retraite de façon trop prématurée parce qu'ils n'y arrivent plus, et donc de maintenir ce tissu de soignants actifs au moment où on en aura le plus besoin, hein, puisque on sait très bien que voilà, avec le Covid, la sortie du déconfinement progressif, etc., le travail va être encore plus rude et peut-être plus intense pour les professionnels de santé. Donc le souci partagé avec les pouvoirs publics et l'assurance maladie, c'est de dire qu'il faut aider au maintien de cette activité et donc les aider à passer le moment difficile où les charges continuent à courir et les recettes ne sont plus au rendez-vous. Et donc c'est une action qui va être en négociation avec tous les acteurs, alors avec bien sûr des différences, hein, parce que quand on est radiologue ou quand on est médecin généraliste, on n'a pas les mêmes types de charges. Quand on est dentiste ou kiné, on n'a pas la même chose. Les biologistes, c'est encore différent puisque c'est des grosses structures avec des grosses sociétés qui se sont regroupées aujourd'hui, des pharmaciens, hein, avec des charges qui sont assez importantes puisqu'on a des charges de personnel et des charges fixes qui sont plus importantes que d'autres, puisqu'on est dans une entreprise. Voilà. Et donc, on est en train de finaliser avec Nicolas Revel et les deux syndicats un accord qui va permettre de calibrer un petit peu, de compenser une perte des recettes pour continuer à payer les charges qu'on ne peut pas payer parce que les recettes ont chuté. Alors, bien sûr, il ne payera pas toutes les charges et il ne va pas payer les revenus des pharmaciens. Ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est de dire, voilà, il ne faut pas que la pharmacie se retrouve en difficulté et soit amenée à fermer. Alors, Oui, l'autre syndicat, de façon imprudente, a communiqué déjà sur un chiffre, 4 500 euros par mois. Je voudrais malheureusement dire aux pharmaciens que ce ne sera pas ce montant et que c'était une simulation. Une simulation qui se faisait sur 20% de baisse d'activité. Et comme bien évidemment, le top départ ne sera pas le 1er avril, mais sera plutôt le 15 mars, et qu'on sait que fin mars, l'activité a été plutôt en positif qu'en négatif, ça compensera une partie du mois d'avril. Après, on verra au mois de mai où on commencera à sortir du déconfinement, ce que deviendra l'activité. Donc attention de ne pas avancer de chiffres aujourd'hui qui sont des chiffres de simulation, mais je trouve que l'esprit, en tout cas dans lequel on négocie avec Nicolas Revel, est bon. C'est de dire, voilà, on fait bien attention, ce n'est pas un maintien de revenus, ça c'est pas possible, bien évidemment. C'est un maintien d'un niveau d'activité, d'une compensation de l'activité pour payer des charges. Et bien évidemment, l'assurance maladie ne s'intéresse qu'aux médicaments remboursables et aux dispositifs médicaux remboursables. Il ne peut pas s'intéresser aux autres activités connexes, bien évidemment. Et dans ce mécanisme qui a été mis en place, qui va être validé mardi prochain, c'est aussi un mécanisme qui permet de mieux préserver les petites pharmacies, puisque elles, eh bien, ont des charges fixes parfois qui sont beaucoup plus importantes que des grosses pharmacies qui ont la possibilité de
s'appuyer sur des aides supplémentaires extérieures à l'assurance maladie, comme des prêts, des reports de prêts, des aides spécifiques avec les experts comptables qu'on a détaillés dans les derniers webinars. Et donc, eux pourront aussi compléter leurs aides en dehors de celles de l'assurance maladie. Donc, quelque chose de très équilibré et qui permet de maintenir le maillage officinal. Oui, je ne veux pas rentrer dans vos détails de votre profession. Je voudrais juste dire mon sentiment vis-à-vis de l'assurance maladie. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que je dis que c'est l'assurance santé, c'est plus l'assurance maladie. Mais lié à Nicolas Revel. Je pense qu'à la tête de l'assurance maladie, on a un humaniste. Il faut en profiter. On a vu quand même dans cette affaire-là que très rapidement, l'assurance maladie a su prendre des mesures sur les arrêts de travail, sur les arrêts maladie, etc., sur le chômage technique. Et on a été en contact avec lui tous les jours, pour faire progresser effectivement toutes ces mesures-là, pour permettre à chacun de pouvoir vivre, continuer à vivre. Et je pense que dans sa réflexion et celle que vous voulez mener, il y a quelque chose qui fonctionne et qui est positif. Il a compris, lui, que l'assurance maladie devait être au-delà de la maladie, mais aussi une assurance santé, et pourra permettre à tous les acteurs de pouvoir se reconditionner, se réorganiser dans une vision totalement différente de ce que c'était. On l'a vu, ces décisions prises très rapidement, y compris sur le télésoin et la télémédecine. En temps normal, on aurait mis 10 ans pour faire accepter tout cela. Là, on a vu combien les choses se sont passées vite. Et effectivement, cette réflexion-là, il faudra que vous la meniez, mais on peut nous aussi, même n'étant pas dans les négociations, je le conçois, mais on peut être sur le pas de la porte ou dans le couloir pour crier, il n'y a pas de souci. On peut parfaitement aussi appuyer à engager ces négociations vers ce sens beaucoup plus humaniste et beaucoup plus solidaire. Gérard, c'est 11h20, on va peut-être conclure. C'est l'heure de l'apéro, c'est bien. Oui, là tu démarres de bonne heure, à 11h20 quand même. Ah ben, le temps d'installer les verres et tout, tu sais, ça prend du temps. Avec le confinement, il faut les barrières de sécurité, il faut mettre les verres loin l'un de l'autre. Est-ce que, en conclusion, par rapport à comment tu vois, toi, les besoins des patients sur le déconfinement, qu'est-ce qu'on pourrait garder des premières mesures qui ont été mises en place de façon exceptionnelle et très rapide à travers le Covid? Qu'est-ce que tu aimerais garder, toi, comme je dirais, mesures pour l'accompagnement des patients, en tout cas ce qui concerne l'organisation du plan de vie et de l'hôpital? Je suis quelqu'un de pragmatique, moi. D'abord, je voudrais saluer l'engagement des pharmaciens. Parce que dans des conditions difficiles, vous avez assuré. Et c'est important. Vous avez su effectivement être auprès de l'ensemble de nos concitoyens pour essayer de les rassurer et de leur fournir effectivement leurs besoins dans des conditions difficiles. Moi, j'ai toujours considéré que vous faisiez partie d'une profession qui était au cœur de la société et de la vie de la société. Et que vous étiez véritablement des professionnels de santé. Certains m'ont reproché de vous avoir traité d'épicier il y a une bonne dizaine d'années, mais aujourd'hui, vous avez parfaitement compris que vous étiez des vrais professionnels de santé. Ma question, avant de passer, mon interrogation, c'est votre organisation. Vous avez un rôle éminemment important, central, au cœur de la société et au cœur de la ville, de la vie des territoires. Moi, ce qui me paraît important, c'est que vous meniez cette réflexion, c'est de l'organisation. Vous avez beaucoup de missions, beaucoup de choses à faire, que ce soit la dispensation à domicile, etc., et bien d'autres,
les conseils, les entretiens. Et donc, je me dis que vous avez à réfléchir sur comment vous allez effectivement, moyens humains, moyens financiers, et tu viens de le dire, comment vous allez pouvoir vous organiser pour pouvoir répondre à l'ensemble des missions que vous avez. C'est mon interrogation. Moi, ce que je voudrais qu'on garde de cette crise-là, c'est d'abord, malgré quelques-uns, c'est peut-être l'esprit de solidarité, de réflexion généreux et humaniste qu'on a mené. Il y a eu quand même une véritable mobilisation de l'ensemble des acteurs pour que on réussisse au mieux ou au moins mal à pouvoir affronter cette crise sanitaire. Disons-le franchement, hein, personne n'était prêt et ne l'attendait pas. Que ce soit nos gouvernants ou que ce soit qui que ce soit, hein, y compris les citoyens, ça nous est tombé dessus, il a fallu réagir. Et je trouve qu'il y a eu quand même, et particulièrement sur les professionnels de santé, globalement, une mobilisation pour pouvoir faire front. Ça, c'est important. Et il y a eu effectivement des initiatives qui, qui vont dans ce sens-là, d'être plus proche des gens et d'aider les gens. On parle beaucoup, vous connaissez mes tendances sur le numérique en santé, sur comment effectivement le télésoin, la téléconsultation, les plateformes de suivi sur des pathologies chroniques telles que les miennes. Et donc, je trouve qu'en peu de temps, on a réussi à basculer dans ce 21e siècle qui sera le siècle des données, le siècle des analyses et le siècle des évaluations. Et je pense que ça, il faut continuer à le mener. Mais toujours en gardant cette idée que ça doit rapprocher les hommes, ça doit créer du lien entre nous et non pas effectivement nous éloigner. Et on voit bien d'ailleurs la difficulté de vivre aujourd'hui dans des conditions de confinement qui sont pour certains un peu plus lâches que d'autres, mais il n'empêche que là maintenant on voit bien que il faut sortir de ces conditions de vie-là parce que nous ne sommes pas des êtres humains faits pour vivre seuls. Hein. Nous sommes là pour être évidemment en société et rapprochés. Et donc, il ne faudrait pas que demain on ait des dégâts collatéraux du Covid-19 beaucoup plus graves que le Covid-19 lui-même et qu'on ait beaucoup plus de morts à cause de rupture de parcours de soins, d'autotraitement déficient, etc., que le Covid. Et donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que j'entends les mesures prises cette nuit avec les masques, etc. Il faut aller encore plus loin parce qu'on peut s'interroger là-dessus. Il faut permettre aux gens de pouvoir recommencer à vivre une vie en société. Vous êtes, vous, certainement les mieux placés aussi pour pouvoir les conseiller, les encourager et les prévenir et les responsabiliser aussi. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que demain, nous aurons à reconstruire un système de santé plus solidaire avec un modèle économique totalement différent qu'il faudra voir. Et puis, ma foi, moi, je veux garder un certain espoir que cette leçon-là nous fasse véritablement rentrer dans de la prévention, de la véritable prévention, pas simplement des beaux discours. On voit bien une structure qui est quand même un peu absente aujourd'hui, c'est Santé publique France. Hein. Moi, j'aimerais bien quand même qu'ils nous fassent des études sur l'état de santé de la population aujourd'hui, alors que c'est bien d'autres qui les font à l'heure actuelle. Hein. Santé publique France a quelques difficultés à véritablement assurer sa mission. Donc, il y a peut-être derrière tout cela à rebâtir un fonctionnement de notre système de santé, peut-être aussi à recadrer certaines agences ou certaines autorités. Et ce travail-là sera un travail évidemment extrêmement important, collectif, et encore une fois de plus, je compte sur effectivement les gens qui sont sur les territoires au plus près de la vie des gens. Et vous, les pharmaciens, vous êtes véritablement au cœur de ces préoccupations-là. Comment vous allez, vous, au cœur de la vie de la société, au cœur de la vie des gens, essayer d'être ces acteurs-là qui vont réconforter, encourager
et responsabiliser nos concitoyens à être plus conscients de leur capital santé et de savoir bien le conserver. Écoute, merci Gérard pour ces mots, parce que tu sais, j'ai l'habitude de dire que les soignants existent parce qu'il y a des patients. Et donc, si on ne s'occupe pas de ceux pour qui on est là, parce qu'on est médecin, parce qu'on est infirmier, parce qu'on est pharmacien, ben, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi on faisait ce métier et de demander toujours le retour de la part des patients, de savoir comment ils perçoivent le professionnel de santé, sa façon dont son métier évolue. Eh bien, pour moi, c'est primordial. D'ailleurs, c'est ce qui guide aujourd'hui le fonctionnement de l'USPO. Hein. C'est comme ça qu'on fait des projets à long terme et c'est comme ça qu'on construit une évolution du métier, y compris du mode de rémunération. Moi, ce que je retiens, tu vois, Gérard, de cette première partie de l'épisode, parce que malheureusement, on n'est que dans la première partie de cet épisode, c'est la nécessité de coordination. Et on a vu que dans les zones où les maisons de santé pluriprofessionnelles, les communautés professionnelles territoriales de santé existaient ou avaient commencé à se constituer, ça a apporté quelque chose de extrêmement, comme je le dis, solidaire entre les soignants. Et y compris d'ailleurs avec les hôpitaux et les établissements. On a vu immédiatement des organisations de territoire qui permettaient de travailler de façon plus intéressante, etc. Et de montrer ce qui pouvait nous manquer. Et ce qui manquait, c'était l'intégration des nouvelles technologies, des messageries sécurisées. Moi, je vois à l'hôpital, ben oui, des fois, ils travaillent en messagerie sécurisée, des fois pas du tout. De l'intégration de la téléconsultation, du télésoin. Donc ça l'avantage, gros coup d'accélérateur, bien évidemment, sur, en tout cas, ceux qui rechignaient encore à travailler sur ou à intégrer dans leur exercice ces nouvelles technologies, voient qu'ils étaient un petit peu complètement à côté. L'autre point aussi qui est important, c'est la prévention. Tout le monde cherche un vaccin contre le Covid aujourd'hui. Et quand on a un vaccin contre la grippe, on se vaccine qu'à 50%. Donc, il faut utiliser aussi cette crise pour montrer tout l'intérêt d'une politique préventive réussie. On voit arriver de nouveau de la coqueluche parce que justement, les parents ne consultent plus leur pédiatre et donc la remise à jour des vaccins est absolument indispensable quand on va refaire rentrer les gamins dans les crèches, dans les écoles, etc. Il faut que le calendrier vaccinal soit respecté pour ne pas voir réapparaître de nouvelles pathologies. Ce que je retiens, bien évidemment, c'est ce prépositionnement pour le pharmacien correspondant. Et je sais que tu l'as porté avec nous depuis très très longtemps et que d'avoir un pharmacien sur lequel les patients peuvent s'appuyer comme un médecin traitant, eh bien c'est absolument quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses en plus pour le suivi et l'autonomie du patient vis-à-vis de sa pathologie, hein, d'avoir des référents qui peuvent les aider dans le cadre de parcours de santé et de parcours de soins. Et puis, avec un petit peu de recul, moi, j'ai regardé un petit peu le début d'année et ce qui se passe là maintenant au mois d'avril. Fin janvier, et d'ailleurs tu étais, puisque tu étais aux rencontres de l'USPO, on a mis un sacré pétard en disant qu'on avait une fameuse loi, la fameuse loi ASAP, qui voulait que les pharmaciens se retrouvent maintenant considérés dans le camp de la consommation avec des plateformes, etc. Et on voit bien 2 mois après que ceux qui avaient cette vision de la profession étaient complètement à côté de la plaque et n'avaient rien compris à l'utilité d'un maillage territorial, à l'utilité de la présence de professionnels et en vrai, en chair et en os, à proximité des patients et qu'il fallait faire attention je dirais, à ces idées qui sont toujours dans la mondialisation, dans des trucs comme ça, qui font que, voilà, on pousse jusqu'au bout une logique qui ne correspond plus à ce qu'attendent les patients à travers une nouvelle organisation du système de soins. C'est clair.
En conclusion, eh bien, on recommence. Merci Gérard d'abord de ta participation. Moi, je trouve que c'était très important et d'avoir l'avis, justement, ton avis très éclairé, puisque à la fois, voilà, par rapport à ce que tu représentes et à tout ce que tu as représenté dans tout ton parcours de responsable et de représentant, et que je sais que tu défends beaucoup, et de façon extrêmement pertinente les patients, et tu as fait évoluer les choses de façon extrêmement intéressante et importante. Et donc, c'est important que tu sois invité, que tu partages ce webinaire avec des pharmaciens et puis qu'ils t'entendent, hein, parce que c'est important. Nous, on te connaît bien. Hein, les pharmaciens te connaissent, eux, peut-être un petit peu moins bien, même si tu arrives à intervenir dans les journaux professionnels, etc. Donc, ça, c'était très bien. Merci pour tes messages, parce que je sais que tu es très sincère et que ce que tu dis, quand tu dis que tu as trouvé que les pharmaciens avaient fait le job, eh bien, je sais que tu le penses réellement, et ce n'est pas parce que tu es invité avec nous que tu le dis. Quand ça ne va pas, tu le dis aussi avec beaucoup de sincérité, et c'est ça qui fait que c'est toujours très intéressant d'être avec toi et de travailler ensemble. Donc, merci encore Gérard. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, ben, moi, je vous remercie. À 10h. Moi, je vous remercie pour cette invitation. Je vous l'ai dit, on est peu invités à l'heure actuelle autour de la table. C'est dommage d'ailleurs, parce que je pense que ça aussi, ce sera à faire le bilan. Moi, je vous remercie. Je vous encourage à poursuivre avec cet engagement que vous avez auprès de nos concitoyens, et puis en espérant que on gardera de cet épisode-là, voilà, une forme d'accélérateur passé au XXIe siècle pour faire évidemment un système de santé beaucoup plus solidaire et beaucoup plus pertinent, avec beaucoup plus humain, oui, c'est sûr. Merci. Merci Gérard. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 10h, en espérant que la technique ne me lâche pas. C'est la première fois en 4-5 fois qu'elle me lâche pendant 10 minutes. C'était un peu dur. En fait, il fallait éteindre l'ordinateur et le relancer. C'est la bonne vieille méthode, mais c'était le seul moyen de relancer le truc. Il y aura des incompatibilités avec le micro. Et donc, il y aura d'autres invités surprises la semaine prochaine. Donc, je ne vous dis pas chaque fois, voilà, on est en train j'ai déjà un oui, et on sera peut-être plusieurs, et j'attends la réponse d'autres invités. En tout cas, merci d'être fidèle, merci de faire le job, merci, je le dis toujours, hein, je suis très fier de défendre cette profession, parce que c'est dans les périodes de crise que l'on voit ce qui est solide et ce qui n'est pas solide, et l'organisation de la profession est très solide aujourd'hui, et on n'a pas abandonné le navire, au contraire, on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'être le plus présent possible, avec des conditions de travail qui n'étaient pas forcément évidentes et qui vont malheureusement encore un petit peu durer. En tout cas, merci à tous, bon courage pour la suite. Encore merci Gérard, bon apéritif, et à très bientôt. Oui. Au revoir, merci. Merci encore. Merci Bénédicte.